Donc aujourd'hui, on m'a demandé, Madame Dr Gauguin m'a demandé de vous parler de l'immunité de la diphtérie et du paludisme. Vous savez, il y a quand même euh, quelques des cas ont été déclarés, essentiellement des cas importés dans un premier temps dans le sud algérien, donc ça redevient un sujet d'actualité. Donc je vais vous parler de comment le système immunitaire se défend contre la diphtérie et aussi contre le paludisme. Pour moi, les bases élémentaires, donc comment en temps normal le système immunitaire se défend contre une agression infectieuse. Puis, on va rentrer dans l'immunologie, de la diphtérie et du paludisme, c'est-à-dire comment concrètement l'immunité anti-diphtérie et anti-plasmodium se développe. Donc, on va commencer par, dans un premier temps, par les bases de l'immunologie anti-infectieuse. Comme vous savez, le système immunitaire, il fait face à une extrême diversité des agents infectieux. Je vais juste réduire ça. Voilà, donc ça va des virus qui ont la taille de quelques nanomètres aux éléments qui peuvent avoir des mètres de taille. Donc, toute cette extrême diversité va un petit peu mettre le système immunitaire en challenge et le système immunitaire doit adapter ses moyens pour lutter contre ces différents agents infectieux, qu'ils soient un virus, une bactérie, un parasite, un protozoaire, un champignon ou alors des bestioles de grande taille qu'on appelle les helminths. OK. Donc, alors, tous ces germes-là que je viens de citer ne sont pas forcément pathogènes puisqu'il existe aussi des germes saprophytes et commensaux qui vivent avec nous en harmonie. Donc, ce sont des germes qui composent essentiellement la flore essentiellement intestinale, mais il existe aussi une flore cutanée et respiratoire. C'est aussi un sujet qui est très important. Le microbiote intestinal et le microbiote d'une manière générale est un sujet très intéressant et qui est ces dernières années au cœur de la physiopathologie de beaucoup de pathologies. Et je crois que le ministère et la direction de formation sont vraiment conscients donc, de l'importance du microbiote et je pense qu'il y aura des thématiques qui vont être programmées dans ce sens. Il y a une relation extrêmement intéressante entre un microbiote sain et correctement diversifié et un sujet, on va dire, sain. Si votre microbiote va mal, si ces germes, saprophytes et commensaux sont perturbés, eh bien, ce sera votre immunité qui sera perturbée et ce sera l'avènement et la survenue des maladies auto-immunes et allergiques. Mais c'est-à-dire que finalement, nous avons dans notre organisme près de 60% des cellules, c'est-à-dire qui nous composent, qui nous rendent humains, sont en réalité des cellules prokaryotes, sont des germes. Heureusement que ces germes-là, qui pèsent même des kilos, qui sont en nous, sont pour la plupart des germes saprophytes commensaux. Donc, au contraire, ils sont dans une relation gagnant-gagnant. Ils nous rendent beaucoup de services, notamment pour, comme je l'ai déjà dit, l'équilibre métabolique et immunitaire de l'hôte. Mais il existe aussi des germes pathogènes qui sont une minorité, mais ces germes-là, s'ils ne sont pas correctement, on va dire, contrôlés, ils vont causer des dégâts. Parfois, ils vont mener jusqu'à la mort. Bien, donc finalement, cette immunité qui va s'établir contre les germes pathogènes, elle va se décliner en deux grandes branches, l'immunité innée et l'immunité spécifique ou l'immunité adaptative. Alors, l'immunité innée, elle existe avant tout contact avec l'antigène. Elle se déclenche d'une manière non spécifique, d'une manière instantanée, et elle n'a pas de mémoire. Donc, si vous voulez, entre guillemets, c'est une immunité c'est vrai qu'elle est rapide, qu'elle est instantanée, mais elle est, on va dire, archaïque, parce qu'elle va s'établir de manière non spécifique. Elle ne va pas être adaptée à un germe précis. À côté, vous avez l'immunité spécifique, qui est beaucoup plus sophistiquée, mais qui n'existe pas.
avant un premier contact avec l'antigène. C'est-à-dire que l'immunité adaptative va se développer contre un pathogène, contre un germe donné. Et une fois elle va se développer d'une manière spécifique. Elle a le défaut d'être un petit peu en retard. Elle met 4 à 5 jours, voire même une semaine à se développer. Et une fois elle se développe, elle va garder en mémoire le microbe, de telle sorte que si ce même microbe, si ce même germe, si ce même pathogène rencontre le système immunitaire adaptatif une seconde fois, ça ne sera jamais comme la première fois. Ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que on a inventé le concept de vaccination. Donc, le but d'un vaccin, en gros, c'est de simuler une première fois pour un germe. Donc, au lieu que je fasse une diphtérie, je vais donner l'anatoxine diphtérique dans un vaccin et comme si le système immunitaire va reconnaître cette toxine, anatoxine diphtérique et si jamais il est en contact avec la diphtérie, ce sera une seconde fois et son système immunitaire va agir d'une manière efficace et surtout rapide, ne laissant pas le temps à la bactérie de faire son travail. Bien, donc deux types d'immunité, comme je viens de le dire, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Bah, l'immunité innée, encore, j'aime bien, moi, dans mes cours, dans mes formations, j'aime bien répéter, parce que répéter permet de fixer des idées. Donc, je dis qu'on a deux types d'immunité, une C'est ça, immunité. moi aussi, j'aime bien répéter. Voilà, donc l'immunité innée, elle est non spécifique, donc elle se développe à peu près d'une manière standard, si on peut dire ça comme ça, et puis elle est immédiate, tout de suite. Dès qu'on est en contact avec le germe, l'immunité innée se déclenche. Et son principal inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de mémoire, même si ces dernières années, certains auteurs, certaines équipes commencent à parler d'une certaine mémoire, mais ce n'est pas le but ici de parler de cela. Par contre, l'immunité adaptative, elle est spécifique, elle est diversifiée, elle est ciblée. Donc, si on fait une infection par le pneumo, on va développer une immunité contre le pneumocoque. Et ces anticorps et cette immunité contre le pneumocoque, elle sera efficace contre le pneumocoque, mais pas contre le staphylocoque. Elle est spécifique. Elle est tardive, donc puisqu'il faut du temps pour que les acteurs de l'immunité adaptative s'activent. Et voilà, si on parle par exemple du lymphocyte B, il lui faut du temps pour qu'il soit activé, pour qu'il se transforme en plasmocyte et pour qu'il puisse produire les anticorps. Rappelez-vous, durant la pandémie Covid-19, on ne pouvait pas avoir les anticorps anti-SARS-CoV-2 tout de suite. Il fallait attendre au moins 8 jours pour commencer à avoir les anticorps. Mais une fois que vous avez les anticorps, vous êtes protégé contre une réinfection si le germe, si le SARS-CoV-2 ne change pas. S'il est ce qu'il est, vous avez toujours une immunité stérilisante, protectrice pendant de longues années. Le problème avec le SARS-CoV-2, c'est qu'il changeait tout le temps de visage, qui rend ces anticorps obsolètes. Et la notion de mémoire, elle est essentiellement due à ces lymphocytes B et ces lymphocytes T, mémoire, qui peuvent exister de longues années. Et la particularité des lymphocytes mémoire par rapport aux lymphocytes naïfs, c'est que les lymphocytes mémoire mettent beaucoup moins de temps pour s'activer et pour se transformer en effecteurs. Un lymphocyte T, par exemple, il va s'activer en 2 jours, il va devenir efficace en 2 jours, alors qu'un lymphocyte T naïf, il lui faut entre 5 à 7 jours. Voilà, maintenant, quels sont les composants des deux types d'immunité? Eh bien, pour les deux types d'immunité, qu'elles soient innées ou acquises, eh bien, vous avez des acteurs moléculaires, des molécules, et vous avez des acteurs cellulaires. Pour l'immunité innée, les acteurs moléculaires, donc tout ce qui est molécules, vous avez le complément et vous avez les cytokines de l'immunité innée, telles que l'IL-1, l'IL-6, le TNF. Mais vous avez aussi les cellules. Alors, tout ce que vous avez comme globules blancs, tout ce que vous avez s'il vous plaît. Alors, comme on avait dit, donc les cellules qui font partie de l'unité innée, ce sont surtout les cellules phagocytaires, à savoir les monocytes, les macrophages et les neutrophiles. C'est-à-dire que vous avez deux types de cellules phagocytaires, le monocyte macrophage et les neutrophiles. Pour les lymphocytes, vous avez aussi un type lymphocytaire qui fait partie de l'unité innée, à savoir les cellules NK. Les cellules phagocytaires, elles, plutôt, elles sont responsables de l'immunité contre les bactéries à multiplication intracellulaire, donc elles vont les phagocyter, alors que la cellule NK, elle, assure une protection contre les virus. Bien sûr, en plus des cellules phagocytaires et des cellules NK, vous avez d'autres types de cellules qui font partie de l'immunité innée. Vous avez comme par exemple les eosinophiles
et les basophiles avec les mastocytes. Alors, ces trois cellules-là, elles sont surtout impliquées dans l'immunité antiparasitaire et notamment contre les helminths. Donc, ce qui fait, si je dois résumer, pour les cellules de l'immunité innée, vous avez les cellules phagocytaires contre les bactéries à multiplication extracellulaire, les cellules NK contre les virus, les eosinophiles, le basophile et les mastocytes contre les helminths. Et pour les molécules, vous avez les protéines du complément et vous avez les cytokines et vous avez aussi d'autres facteurs antimicrobiens qui peuvent être sécrétés dans les différents tissus et épithéliums. Maintenant, pour ce qui est des cellules de l'immunité acquise, eh bien, les cellules de l'immunité acquise, c'est simple. Vous avez les lymphocytes T. Bon, quand je dis immunité acquise, c'est-à-dire immunité adaptative et immunité spécifique, c'est la même chose. Alors, pour l'immunité acquise, les cellules, c'est les lymphocytes T qui sont le support de l'immunité cellulaire et les lymphocytes B qui sont le support de l'immunité humorale. Donc, vous avez en gros deux types d'immunité spécifique, deux types d'immunité acquise. L'immunité cellulaire qui est essentiellement médiée par les lymphocytes T et l'immunité humorale qui est médiée par les lymphocytes B. Vous avez deux types de lymphocytes T, les lymphocytes T auxiliaires ou helper, qui sont CD4 positifs, qui sont, si vous voulez, le chef d'orchestre. C'est eux qui orchestrent la réponse immunitaire adaptative. Et vous avez à côté les lymphocytes T cytotoxiques. Ce sont des cellules tueuses qui vont tuer les cellules. Très bien. Alors, face à une infection, la réponse immunitaire va s'établir en trois temps. En trois temps, on appelle ça les trois temps de la réponse immunitaire, hein. Les trois temps de la réponse immunitaire à l'infection. Quel que soit le germe, quel que soit le pathogène, il y aura trois rideaux de défense, trois lignes de défense qui vont s'établir. Les deux premières lignes que vous voyez ici, immédiate et précoce, ce sont deux lignes de l'immunité innée, alors que la troisième ligne, c'est l'immunité adaptative. Vous voyez que l'immunité innée, elle a deux lignes de défense, une immédiate et l'autre précoce, alors que l'immunité adaptative, elle se développe l'immunité adaptative, elle se développe à partir du quatrième, cinquième jour. Alors, pour la première ligne de l'immunité innée, eh bien, en général, cette première ligne, c'est la barrière cutanéo-muqueuse, hein. La barrière cutanéo-muqueuse est en soi une ligne de défense. Une fois la barrière cutanéo-muqueuse est franchie, à ce moment-là, il y aura la deuxième ligne de l'immunité innée qui va rentrer en action et cette ligne fait appel aux cellules que je viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire les cellules phagocytaires, les cellules NK, les mastocytes. Donc l'interaction de ces cellules-là contre le germe va entraîner une réaction inflammatoire. En général, les deux premières lignes faisant partie de l'immunité innée sont suffisamment efficaces pour éliminer plus de 95% des sollicitations infectieuses. Eh bien, ce qui reste, il sera géré par l'immunité adaptative. Donc, l'immunité adaptative, elle intervient quand l'immunité innée, elle est dépassée. Si l'immunité innée n'arrive pas à éliminer rapidement le germe et que le système immunitaire constate que le germe résiste et persiste à ce moment-là, eh ben, il y aura l'immunité adaptative qui va prendre la main et qui va essayer d'éliminer l'agresseur. Donc, à vrai dire, on a besoin des deux types d'immunité. Parce que si l'immunité innée ne faisait pas le travail pour éliminer les 95%, l'immunité adaptative elle sera tout le temps sollicitée et à ce moment-là, on aura beaucoup d'inflammation. D'un autre côté, si on n'a pas l'immunité adaptative, eh bien, c'est carrément incompatible avec la vie. Enfin, vous voyez, certains d'entre vous entendent parler de déficit immunitaire. Il y a des enfants qui naissent sans lymphocyte T ou sans lymphocyte B. Eh bien, ce sont des enfants qui vont décéder dans les quelques mois suivant la naissance s'ils ne sont pas greffés. D'où l'importance, ce qui souligne l'importance des lymphocytes T et B. Bon, on va un petit peu essayer de décortiquer l'immunité innée, puis on va décortiquer l'immunité adaptative. C'est très important de comprendre les bases pour comprendre ensuite l'immunité contre la diphtérie et le paludisme. Donc, comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, l'immunité innée existe avant tout contact avec l'antigène. C'est la première en termes de phylogénie et elle assure une réponse immédiate mais non spécifique et non adaptative. Elle n'a pas de mémoire et elle implique les cellules que je viens de citer, les cellules phagocytaires, les cellules NK
la cellule dendritique, les mastocytes, les éosinophiles et les basophiles, avec certaines protéines aussi, protéines du complément, cytokines et peptides antimicrobiens. Qu'on a les limites innées, elle comporte deux rideaux, deux niveaux de protection, deux lignes de protection. La première ligne, c'est la barrière cutanéo-muqueuse, ce qui constitue la première ligne de défense. C'est des mécanismes constitutifs qui ne sont pas induits. Et la deuxième ligne, c'est tout ce qui est induit, c'est la réaction inflammatoire qui implique les cellules de l'immunité innée. Donc, votre peau et vos muqueuses constituent en soi une barrière contre les agressions diverses et variées. C'est pour ça que on sait très bien qu'une peau saine est difficilement franchissable par euh, la quasi-totalité des germes. Hein, vous prenez le paludisme, le plasmodium ne peut pas pénétrer une peau saine, c'est ce n'est la piqûre d'un moustique. Vous voyez? Donc la peau, elle est déjà une barrière, elle permet de protéger, d'éliminer. Donc, le contact déjà du système immunitaire avec les différentes pathogènes. C'est pour ça que quand on a un sujet qui est brûlé, des brûlures très étendues, donc le premier risque pour lui, c'est de mourir par une infection parce que sa peau, elle est déjà lésée, donc elle protège plus. Pareil pour les muqueuses. On verra rapidement comment ça se passe pour les muqueuses. Puis, si cette première barrière elle est dépassée, donc rentrera en jeu l'immunité innée avec ses différents moyens, à savoir les cellules et les molécules. On verra ça rapidement tout à l'heure. À tout de suite, dans quelques instants. Donc, pour la barrière cutané-muqueuse, je viens de dire, euh, donc que ce soit la peau et les muqueuses vont assurer une protection mécanique, chimique et biologique contre les germes. Mécanique, bien, il faut savoir que la peau est recouverte, elle a un revêtement kératinisé au niveau de l'épiderme. Et ce revêtement kératinisé donc, empêche la pénétration des différents germes. De même que vous avez la desquamation. On dit que deux tiers de la poussière de maison, bon, c'est vrai que c'est valable dans l'Europe, pas dans notre pays qui est poussiéreux, deux tiers de la poussière de maison proviennent de la peau hein, qui se renouvelle tout le temps. Donc la desquamation et le revêtement kératinisé de la peau sont une protection mécanique. Alors pour ce qui est des muqueuses, vous avez donc les muqueuses sont en général tapissées par un épithélium uni ou multistratifié, non kératinisé, et sont donc plus sensibles aux différentes infections. Sauf que même si l'épithélium des muqueuses n'est pas kératinisé, eh bien, il faut savoir qu'il est aussi protégé par une couche de mucus qui piège, c'est un piège très efficace contre les agents pathogènes, d'accord? Donc il empêche, le mucus, c'est une couche très épaisse qui empêche le contact avec l'épithélium. Eh bien, là où il n'y a pas de mucus, par exemple au niveau des conjonctives, on a des sécrétions qui met les sécrétions lacrymales, d'accord? Et on a parfois les urines au niveau de la muqueuse urétrale qui aussi sont des moyens mécaniques qui permettent d'évacuer et d'éliminer les microbes. Pour ce qui est de la barrière chimique, il faut savoir aussi que la peau, en plus du fait qu'elle soit kératinisée, qu'elle se renouvelle rapidement, elle sécrète par ses glandes sudoripares de l'acide lactique qui assure un pH acide qui est incompatible avec la prolifération bactérienne, par exemple. Vous avez aussi les sécrétions sébacées des acides gras saturés et insaturés qui sont aussi des puissants antimicrobiens. Pour les muqueuses, il faut savoir que les muqueuses sécrètent un tas de substances antimicrobiennes. Vous avez le lysozyme et la phospholipase A2 dans les larmes et dans la salive. Vous avez le pH acide de l'estomac et de certaines muqueuses qui m'a le vagin et l'urètre. Le pH acide n'est pas tout à fait idéal pour la prolifération microbienne. Et vous avez également les enzymes digestives et celles biliaires du tractus gastro-intestinal. Donc voilà, au niveau du tube digestif, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'enzymes qui sont sécrétées essentiellement pour la digestion, mais ces mêmes enzymes aussi nous assurent une protection contre les pathogènes. Vous avez les peptides antimicrobiens alpha-défensine, bêta-défensine et autres qui sont sécrétés par la plupart des muqueuses. Donc, en plus de ces deux barrières mécaniques et chimiques, il existe une autre barrière et qui est aussi très importante.
d'une importance capitale, c'est la barrière biologique. Cette barrière biologique, elle est due essentiellement à la flore commensale. Le microbiote, le microbiote, il comporte plus de 1000 espèces différentes. Au niveau de l'intestin, le seul intestin comporte entre 10 puissance 13 et 10 puissance 14. Vous n'imaginez même pas le chiffre. Bactéries commensales, c'est à peu près, je sais pas, c'est des kilos hein, de bactéries au niveau de l'intestin. La flore entre en compétition pour les sites de fixation pour les nutriments. Si vous voyez la flore, c'est comme une couche épaisse qui est carrément infranchissable. C'est-à-dire que pour une salmonelle, par exemple, puisse infecter l'épithélium intestinal, elle doit rentrer en compétition avec d'autres salmonelles qui font partie de la flore et qui ne sont pas pathogènes. Donc, si vous voulez, c'est sa cousine qui va lui empêcher, qui va lui enlever tous les nutriments, qui ne va pas lui donner un espace, une niche où se multiplier. Et donc, si vous voulez, c'est une protection très efficace. Et comme ça ne suffit pas, la flore intestinale, elle intervient aussi dans la formation du mucus, dans le développement de l'intestin, et aussi elle libère des substances antimicrobiennes. Hein. Donc, les substances antimicrobiennes, il y en a tellement qui sont sécrétées par cette flore intestinale. En gros, si vous n'avez pas de flore intestinale, eh bien, c'est incompatible avec la vie. Et si vous avez votre flore qui est déséquilibrée, vous aurez beaucoup d'infections. C'est vous dire l'importance de cette flore intestinale. Maintenant, si cette barrière cutanée-muqueuse avec ces trois leviers, avec ces trois mécanismes mécaniques, chimiques et biologiques elle est dépassée, rentrera après en jeu la réaction inflammatoire, qui sont des mécanismes induits de l'immunité innée. Cette réaction inflammatoire va impliquer à la fois des leucocytes, tels que les cellules phagocytaires, les cellules NK et les éosinophiles, mais aussi des facteurs solubles tels que les protéines du complément. L'interaction entre les leucocytes et les facteurs solubles, tels que les protéines du complément et les cytokines, va entraîner l'inflammation. Mais le point de départ de l'inflammation, c'est la reconnaissance des pathogènes par les leucocytes, par les cellules de l'immunité innée. Bien, cette reconnaissance, elle se fait par des récepteurs. On appelle ça les récepteurs PRR, pour Pattern Recognition Receptors. Donc, ce sont des récepteurs qui font partie de l'immunité innée, qui ne sont pas retrouvés au niveau des cellules de l'immunité adaptative. Ils sont retrouvés que au niveau des cellules de l'immunité innée et qui permettent la reconnaissance des motifs qu'on appelle POMPs, Pathogen Associated Molecular Patterns. Ce sont des motifs qui sont propres aux pathogènes, qui ne sont pas reconnus au niveau des cellules eucaryotes. Voilà. Donc, au niveau des pathogènes, au niveau des prokaryotes, vous avez des motifs moléculaires conservés, propres à ces agents-là, qu'on ne retrouve pas sur les cellules eucaryotes, qu'on appelle POMPs, qui sont reconnus par les PRR. Les PRR, ce sont des récepteurs de l'immunité innée qui sont retrouvés sur les cellules de l'immunité innée qui reconnaissent justement ces POMPs. Donc, la différence avec les cellules de l'immunité adaptative, c'est que les cellules de l'unité adaptative, le lymphocyte T ou le lymphocyte B, eux, ils ont des récepteurs spécifiques. Le lymphocyte T, il a le T-cell récepteur TCR et le lymphocyte B, elle a le B-cell récepteur. Donc les TCR et le BCR reconnaissent les antigènes d'une manière spécifique. Alors que les PRR, c'est une reconnaissance qui est plus ou moins approximative, elle n'est pas vraiment spécifique. Quels sont les POMPs qui sont reconnus par les PRR? Quels sont ces motifs associés aux pathogènes? Eh bien, il peut s'agir d'un LPS, lipopolysaccharides, notamment sur les bactéries gram négatifs, l'acide lipotécoïque sur les bactéries gram positifs, les peptidoglycanes glycolipides sur les mycobactéries, flagelline sur les bactéries flagellées, les mananes sur les champignons et l'ARN simple brun, double brun sur les virus. Donc, la différence avec l'immunité adaptative, c'est que quand une cellule de l'immunité innée, par exemple un macrophage, reconnaît les LPS, il sait que c'est un LPS, mais il ne sait pas est-ce que c'est un LPS d'un entérobactère ou c'est un LPS d'un Escherichia coli. Il ne fait pas la différence, c'est un LPS tout court. Donc, c'est après approximatif. Par contre, un lymphocyte T, il sait qu'il est en contact avec un Escherichia coli ou un entérobactère. Il fait la différence. D'ailleurs, même pour un même pathogène, rappelez-vous, pour le SARS-CoV-2, si le virus change de rien du tout, voilà, donc avec les différents variants alpha et bêta, eh bien, les cellules de l'immunité adaptative ne le reconnaissent plus. Vous voyez, là, c'est très spécifique pour l'immunité adaptative et c'est assez approximatif, c'est assez large pour l'immunité innée.
Bien, donc pour ces PRR, les récepteurs qui reconnaissent les pathogènes appartenant à l'immunité innée, il existe deux types de PRR. Il y a des PRR qui permettent la phagocytose. Par exemple, un macrophage, dès qu'il reconnaît les LPS sur une bactérie à gram négatif, il va la phagocyter, tout simplement. Alors qu'il existe d'autres PRR qui n'assurent pas la phagocytose, mais qui permettent au macrophage d'être activé. Voilà, par exemple, vous avez une plaie, une ouverture au niveau de la peau, vous avez un couteau souillé qui va injecter, qui va vous contaminer avec du tétanos, par exemple, avec le germe tétanique. Donc à ce moment-là, le germe, il sera de un phagocyté par le macrophage pour limiter sa propagation, mais en même temps, via les PRR qui permettent l'activation, le macrophage va s'activer, il va sécréter les cytokines de l'inflammation pour déclencher une inflammation. Donc, il y a deux types de PRR, ceux qui permettent la phagocytose et ceux qui permettent l'activation cellulaire. Bien, donc, comme je viens de le dire, en contact avec un pathogène, les cellules de l'immunité innée, grâce à leur PRR, vont reconnaître les pompes, elles vont s'activer, ils vont phagocyter, ils vont faire leur travail, mais en même temps, ils vont sécréter des protéines de l'inflammation. Ces protéines de l'inflammation vont déclencher la réaction inflammatoire. Donc, la réaction inflammatoire, elle va faire en sorte que, grâce à tous ces médiateurs que je viens de citer, donc les médiateurs inflammatoires, les cytokines pro-inflammatoires, les chimiokines pro-inflammatoires, tout ça va préparer le lit vasculaire pour le recrutement d'autres cellules inflammatoires. Je vous donne un cas de figure très simple. Au niveau de la peau, toujours, si la peau elle est coupée accidentellement par un couteau souillé, eh bien, il y aura dans un premier temps les macrophages qui vont phagocyter, ils vont s'activer, ils vont sécréter des chimiokines inflammatoires qui vont ensuite entraîner le recrutement massif des PNN. Le renfort, il vient des PNN, sauf que les PNN ne sont pas dans les tissus. Ils sont appelés en renfort grâce aux médiateurs de l'inflammation sécrétés à la base par les macrophages, puisque le macrophage est une cellule résidente au niveau de la peau. Voilà, donc voilà les mécanismes de l'immunité innée. Il y a d'abord la barrière cutanée muqueuse, puis quand elle est dépassée, il y aura l'induction d'une réponse inflammatoire innée qui fait intervenir les cellules et les molécules de l'immunité innée. Maintenant, si les moyens de défense mobilisés au cours de l'axe inflammatoire de l'immunité innée se trouvent dépassés, il y a lieu maintenant de solliciter les effecteurs de l'immunité spécifique, à savoir les héros, si vous voulez, c'est les Superman, les superstars, si vous voulez, lymphocyte T et lymphocyte B. Chacun va avoir un rôle différent. Lymphocyte T, il va être un petit peu impliqué dans l'immunité cellulaire, qui est efficace contre les germes à multiplication intracellulaire, et le lymphocyte B va être surtout impliqué dans l'immunité humorale avec production d'anticorps, qui est efficace contre les germes à multiplication extracellulaire. Mais le point de départ de la réponse immunitaire adaptative, c'est la présentation de l'antigène par la cellule dendritique. Si vous voulez, la cellule dendritique est une cellule sentinelle. La cellule dendritique fait partie de l'immunité innée. Elle est, cette cellule dendritique retrouvée au niveau de la peau, au niveau du foie. Il y a très peu d'organes, qu'on appelle les organes nobles, qui ne contiennent pas de cellules dendritiques, telles que le cerveau. Mais sinon, vous avez des cellules dendritiques au niveau des reins, au niveau du foie, au niveau de la peau et au niveau des différents tissus. Ben, c'est des cellules qui sont des cellules sentinelles, elles guettent, elles observent le travail accompli par les cellules de l'immunité innée. Si les cellules de l'immunité innée s'en sortent très bien, si elles font le travail durant les 4 premiers jours, c'est bon, on arrête ici. Si la cellule dendritique constate qu'il y a un problème, que le germe persiste et qu'il résiste et qu'il s'en sort pas mal devant cette artérie, on va dire, de l'immunité innée, à ce moment-là, elle va prendre la décision de prendre le pathogène, de prendre un échantillon des pathogènes, un peptide, et elle va le présenter aux lymphocytes T au niveau des ganglions de la rate et du malte. On appelle ça les organes lymphoïdes secondaires. C'est-à-dire qu'elle va prendre un échantillon de pathogène dans le tissu agressé et elle va l'acheminer, cet échantillon, ce peptide antigénique, au niveau du ganglion, par exemple, et au niveau du ganglion, elle va le présenter aux lymphocytes T, CD4 et aux lymphocytes T, CD8. D'accord? Et le lymphocyte T CD4 va jouer surtout le rôle d'un T helper, alors que le lymphocyte T CD8 va jouer le rôle d'un T cytotoxique.
Donc, je l'ai dit, l'immunité spécifique se décline en immunité humorale et en immunité cellulaire. L'immunité humorale, elle est assurée surtout par les lymphocytes B, avec l'aide, bien sûr, des lymphocytes CD4, ça c'est très important. Et cette immunité humorale, qui est surtout due à la production d'anticorps, elle est efficace contre les germes à multiplication extracellulaire, la plupart des bactéries, soit en entraînant une neutralisation des bactéries ou de leurs toxines, soit en activant le complément, ce qui permet leur destruction, soit en permettant leur phagocytose et donc leur élimination. Par contre, les lymphocytes T sont surtout impliqués dans l'immunité contre les germes à multiplication intracellulaire. Il s'agit essentiellement de réponses de type TH1 et vous avez les lymphocytes TH1 qui vont coopérer avec les lymphocytes TCD8 pour former ce qu'on appelle une réponse cellulaire cytotoxique efficace contre les virus, ou alors les lymphocytes TH1 peuvent coopérer avec les macrophages pour tout ce qui est bactéries à multiplication intracellulaire. Donc ici, ce sont les mécanismes de défense de l'immunité humorale. Donc l'immunité humorale, c'est surtout les lymphocytes B qui va produire des anticorps grâce à l'aide des lymphocytes T. Les anticorps peuvent soit neutraliser la bactérie ou une toxine, si la bactérie est productrice de toxines. L'anticorps peut aussi activer le complément pour détruire la bactérie par la voie classique. Ou alors l'anticorps il peut servir d'opsonine pour faciliter la phagocytose par les cellules phagocytaires. Donc, les principaux mécanismes effecteurs de l'immunité humorale, la neutralisation des toxines, la lyse complément dépendante et l'opsonalisation phagocytose. Pour ce qui est de l'immunité cellulaire, on a l'immunité cellulaire, elle est orchestrée essentiellement par les lymphocytes T CD4 de type TH1. Il existe deux types d'immunité cellulaire. Vous avez l'immunité cellulaire de type cytotoxique et l'immunité cellulaire de type hypersensibilité retardée. Alors, l'immunité cellulaire de type cytotoxique, c'est une immunité cellulaire qui implique la coopération du TH1 avec les TCD8. C'est-à-dire que le TH1 va fournir les cytokines, l'aide et les cytokines nécessaires pour que le CD8 se transforme en cellule CD8 cytotoxique. Et la cellule cytotoxique va donc tuer toutes les cellules infectées par un virus ou autre. Certains parasites aussi peuvent être intracellulaires. Donc, cette cellule qui est infectée par un virus ou autre va être éliminée par les CD8 en induisant son apoptose. Ça, c'est une réponse, on appelle ça une réponse cellulaire de type cytotoxique. Maintenant, il existe un autre type de réponse cellulaire qu'on appelle hypersensibilité retardée. Alors, c'est quoi cette hypersensibilité retardée? Alors, il faut faire la part des choses entre une hypersensibilité retardée physiologique, c'est la réponse efficace, de l'hypersensibilité retardée pathologique, de type 4, on connaît. Alors, cette réponse de type hypersensibilité retardée, elle est efficace surtout contre les bactéries à multiplication intracellulaire. Et quand je dis bactéries à multiplication intracellulaire, ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, c'est le mycobacterium ou les mycobactéries du complexe mycotuberculosis. Hein? Les mycobactéries du complexe tuberculosis. Vous savez, on est dans un milieu hospitalier, on est tout le temps en contact avec les mycobactéries, malheureusement, du complexe tuberculosis. Nous pouvons être des porteurs, hein, à peu près un tiers du personnel de la santé sont des porteurs sains, c'est-à-dire on peut être en contact avec le mycobacterium tuberculosis, on peut le respirer, hein, tout simplement. Il peut se retrouver dans nos poumons. Et au niveau du poumon, vous avez le macrophage alvéolaire au niveau des alvéoles. Le macrophage alvéolaire, il va phagocyter le Mycobacterium tuberculosis. Sauf que le Mycobacterium tuberculosis, il va juste être phagocyté parce qu'il y a une multiplication intracellulaire. Et une fois il est à l'intérieur du macrophage, il va dérouter les mécanismes de bactéricidie du macrophage. Donc, il va résister à ces mécanismes de bactéricidie, il ne va pas être détruit, au contraire, il va s'éterniser dans le macrophage, ce qui va former à la longue le granulome avec la nécrose caseuse. Maintenant, si le macrophage il est inefficace, il a besoin de l'aide des lymphocytes. Et ce sera le TH1 qui va lui donner cette aide. Et il va surtout lui donner deux cytokines clés qui sont l'interféron gamma et le TNF. Ces deux cytokines elles vont booster les capacités microbicides du macrophage qui va en fait gérer d'une manière beaucoup plus efficace. C'est comme s'il a pris un dopage, c'est comme s'il a pris
des choses qui vont booster ses capacités. Donc voilà, donc il va avoir une capacité microbicide beaucoup plus importante et à ce moment-là, il va gérer le Mycobacterium tuberculosis. Et c'est pour ça qu'un sujet sain, il est porteur, mais les granulomes ne contiennent pas de la nécrose casieuse, ce sont des granulomes physiologiques très limités, et donc l'infection, elle est limitée. C'est pour ça qu'on parle de porteur sain. هذا هو le porteur sain. C'est celui qui a du mycobacterium dans ses macrophages, mais ces macrophages arrivent à gérer. Par contre, un tuberculeux, c'est un sujet qui va avoir du tuberculosis qui va dépasser les macrophages, qui va les transformer en cellules épithélioïdes géantes avec de la nécrose casieuse. Donc, ce qui va permettre aux macrophages de gérer le mycobacterium, c'est justement ces cytokines, notamment l'interféron gamma et le TNF. C'est pour ça qu'avant de donner une biothérapie anti-TNF, l'infliximab, vous devez voir si votre patient n'est pas un porteur sain donc du Mycobacterium tuberculosis. Parce que s'il est porteur sain, il va gérer le Mycobacterium tant qu'il y a de l'interférence. Dès qu'il y a plus tant qu'il y a tant qu'il y a le TNF, dès qu'il y a plus de TNF, il y aura un échappement donc du Mycobacterium, ce qui va entraîner la tuberculose. Voilà, donc, Hadoma, les deux types d'immunité principales, donc, principaux, si vous voulez. Donc, l'immunité humoral contre les bactéries à multiplication contre les bactéries à multiplication extracellulaire et l'immunité cellulaire avec ses deux branches, cytotoxique contre les virus et les parasites intracellulaires et d'hypersensibilité retardée contre les bactéries à multiplication intracellulaire. Il existe d'autres types d'immunité. Là, on a parlé des bactéries extracellulaires et des bactéries intracellulaires et des virus, mais aussi il faut se rappeler qu'il y a d'autres types de germes, qui mettent les helminths et les champignons. Alors pour les helminths, l'immunité protectrice, elle est assurée par les lymphocytes Th2 qui va coopérer avec les basophiles, les mastocytes et les éosinophiles. Mais ce n'est pas le sujet ici, ça nécessite quand même une présentation à part. Pour les champignons, ce sera surtout les lymphocytes Th17 qui vont coopérer avec les neutrophiles. Voilà, donc je répète, je résume. Pour les bactéries extracellulaires, l'immunité, elle est surtout humorale avec la production des IgG qui vont soit opsoniser, soit activer le complément, soit neutraliser les toxines. Pour les bactéries intracellulaires, ce sera surtout la coopération des TH1 avec les macrophages qui vont limiter la propagation des bactéries à multiplication intracellulaire. Pour les virus, ce sera surtout la coopération du TH1 avec les cellules TCD8 cytotoxiques. Pour les helminths, ce sera la réponse TH2 avec les mastocytes, les eosinophiles et les basophiles. Et pour les champignons, ce sera les lymphocytes TH17 avec les neutrophiles.